Les articles scientifiques, c'est de la merde. Je suis complètement... Attends, quoi? C'est dans le texte, ça? Tu penses ça? Toi? Après tout ce que tu m'as expliqué, c'est ce que tu penses? Bon, en fait, non. Mais c'est typiquement ce que tu pourrais me dire quand je vais te présenter certaines problématiques et abus du système de publication. Bah ouais, rien n'est parfait. Donc aujourd'hui, c'est le moment de voir certaines critiques du système de publication scientifique. Allez, ça va être fun. Tout d'abord, si vous n'êtes pas familier avec le système de publication scientifique, je vous invite à aller voir la vidéo qui explique brièvement son fonctionnement. Et oui, parce que sinon, ça va quand même être un petit peu plus compliqué à comprendre. Je note. Revoir la vidéo des publications pour comprendre. Donc je vais aujourd'hui te parler de certains aspects négatifs de ce système. Néanmoins, je tiens à te rappeler que même si le système de publication scientifique a ses défauts, eh bien c'est quand même un système qui a fait ses preuves, qui reste efficace, et on n'a pas beaucoup mieux en fait. D'accord. Promis, je vais faire preuve d'esprit critique. Publier des articles scientifiques est extrêmement important pour les chercheurs. Ça leur permet de se faire connaître, de mettre en avant leurs recherches et de faire connaître leurs avancées aux autres experts du domaine scientifique en question. Mais c'est aussi un moyen couramment utilisé pour jauger et évaluer le travail d'un chercheur ainsi que pour décrocher des financements. Pourquoi tu dis « mais » ? C'est une excellente chose d'avoir un outil pour évaluer les chercheurs. Ça permet de se mesurer aux autres, de savoir qui est productif et plein d'autres choses. Et en plus, c'est quand même mes impôts qui les paient. J'aimerais bien savoir au moins s'ils sont utiles. À t'entendre, on dirait que c'est quelque chose de négatif. C'est à double tranchant. Être capable de mesurer la productivité d'un chercheur peut avoir de nombreux avantages. Mais d'un autre côté, ça peut apporter des aspects négatifs et des dérives concernant les découvertes ou l'intégrité de la recherche. Laisse-moi te conter l'histoire des indices bibliométriques. Les indices bibliométriques sont des outils mathématiques qui permettent de mesurer la productivité d'un chercheur. Il en existe de très nombreux, comme le CiteScore, le SNP ou le SIGAPS, mais les plus connus restent néanmoins le H-index et le facteur d'impact. Ok, je note. Acronyme barbare et incompréhensible. Ces indices sont des sortes de scores qui quantifient le travail d'un chercheur. Ils sont construits à partir de sources de données de publications scientifiques telles que Web of Science par exemple ou Scopus. Donc en gros, c'est un outil, pas parfait j'imagine, pour juger le travail d'un chercheur. Ces outils sont surtout devenus un ensemble de valeurs pour mesurer la carrière, le prestige, la renommée d'un chercheur ou d'une université. Et c'est aussi extrêmement utilisé pour décrocher des financements ou débloquer des crédits de recherche. Ça devient en quelque sorte une norme du système. Alors, sans rentrer dans les détails, ce genre d'indice est très fortement impacté par le nombre de papiers qu'écrit un chercheur. Pour simplifier, on peut dire que plus tu publies, plus ton score monte. Ainsi, dans le milieu académique, ce système met beaucoup de pression aux chercheurs afin de publier un maximum pour débloquer des crédits et faire grimper le prestige. Ici, je fais allusion à une expression anglaise qui dit « publish or perish » qui signifie en français « publier ou mourir ». Et en quoi c'est mal de publier beaucoup, d'être très productif ? En fait, il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité. Par exemple, ce système encourage moins à développer de longs projets complexes et incertains, mais des rapides petits qui permettent vite d'écrire un papier. Avoir plus d'articles permet d'avoir plus de promotion, de renommée, de crédit et de visibilité. Attends, on ne peut pas publier n'importe quoi non plus. Je te rappelle qu'il y a une relecture par les pairs. Et comme tu l'as dit plusieurs fois, tous les journaux ne se valent pas. Si on parle de prestige et de renommée, j'imagine que c'est très important de viser des bons journaux. En effet, mais là je ne te parle pas de publier n'importe quoi, mais plutôt les premiers résultats sans avoir revérifié, affiné, approfondi en détail. Bref, de prendre moins de temps pour pousser l'étude à fond et passer rapidement à autre chose. De plus, ce système pousse à être le premier à publier. Oui, parce qu'on ne veut pas refaire quelque chose qui a déjà été fait. C'est beaucoup moins prestigieux d'être le second et on ne t'encourage pas à reproduire l'étude. Et donc, de nombreux chercheurs pointent également que cette pression est un des facteurs de la crise de reproductibilité qui touche la science. Ça, il va falloir que tu me le définisses. C'est quoi la crise de reproductibilité de la science ? Lorsque des travaux sont publiés, il est extrêmement important de refaire des mesures, des tests et de vérifier les résultats. Malheureusement, le système actuel ne pousse pas du tout dans ce sens. Souvent, les journaux scientifiques prestigieux prêtent moins d'attention à ce qui a déjà été fait. Ok, donc en gros,
Si l'équipe de Jean-Michel Robert a déjà mesuré ça, on va pas le refaire. Ça va pas intéresser les bons journaux, on va dire que tout est bon et on passe à autre chose. C'est un peu caricatural, mais c'est l'idée. Malheureusement, en biomédical par exemple, on considère que la moitié des premières études initiales sont fausses et seront invalidées un jour. C'est très important de chercher à reproduire les résultats. Le contraire serait une aberration du principe de recherche de la vérité. Ouais, c'est vrai que vu comme cela, ce n'est pas vraiment l'idée qu'on se fait de la science. Ça dépend aussi beaucoup du domaine de recherche. D'ailleurs, certaines thématiques souffrent davantage de biais d'interprétation ou de jugement. Notamment le biais de confirmation qui joue un rôle important dans cette crise de reproductibilité. Je connais! Je veux dire, je connais ce biais. Mon cerveau me l'a expliqué il n'y a pas très longtemps. D'accord. Il y a aussi les expériences qui ne marchent pas. De nombreuses expériences qui ne fonctionnent pas ne sont pas publiées. Pourtant, c'est un résultat qui peut avoir toute son importance aussi. Et c'est connu sous le nom de biais de publication. Encore un? Bien sûr, tout ceci dépend fortement du domaine de recherche. Et si je comprends bien, tout ceci porte sur le choix des travaux de recherche à effectuer ou à répéter, mais pas nécessairement au détriment de la qualité. En fait, les deux sont liés. Faire une fois une mesure, un test, une expérience ou la faire 10 fois, ça a un énorme impact sur la confiance accordée aux résultats et à l'interprétation. On peut tromper 1000 fois un chercheur, mais on ne peut... Non. On peut tromper une fois un chercheur, mais on... Si, c'est ça. On peut tromper une fois 1000 chercheurs, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 chercheurs. Mais si tout ceci est lié à des indices qui associent quantité et qualité, où est le problème en fait? Ça reste quand même des bons indices. Après, il est possible d'exploiter certains indicateurs bibliométriques pour faire grimper son score, on va dire. Si on prend le H-index par exemple, c'est un indicateur très connu et très utilisé pour estimer un chercheur. Il prend en compte le nombre de publications et le nombre de fois où ces publications ont été citées. En fait, c'est un petit peu un croisement entre les deux, avec une limite maximum dépendant des deux. Par exemple, pour avoir un H-index de 5, il faut que le chercheur ait 5 articles et qu'ils aient chacun été cités au moins 5 fois. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que cela ne tient pas seulement compte du nombre de publications, mais aussi du nombre de fois où ils ont été cités, et donc où ils ont été utiles et appréciés par les autres chercheurs. En fait, partiellement. Cet indice est très fortement dirigé par le nombre de papiers d'un chercheur. Par exemple, un chercheur qui publie 3 articles, chacun cité 3 fois, va avoir un H-index de 3. Mais un chercheur qui publie 3 articles, chacun cité 500 fois, aura aussi un H-index de 3. Pourtant, les deux n'ont clairement pas le même impact. De plus, il est courant de citer un article pour pointer une erreur ou un problème, ce qui en soi n'est pas vraiment une bonne chose. Ouais, je vois. Il y a la bonne citation et la mauvaise citation. Ça peut aussi pousser à s'auto-citer, c'est-à-dire quand un chercheur cite un peu trop ses propres articles dans le seul but de faire monter ce score. Bref, c'est un indice qu'il est possible de manipuler pour faire grimper sa cote. Je comprends. Mais au final, ils sont vraiment utiles et utilisés ces indicateurs? Par exemple, ils peuvent servir vraiment à avoir des financements? Alors, c'est extrêmement variable selon les pays, les types de financement et ce que l'on cherche à mettre en avant. Par exemple, en médecine, en France, on utilise le système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques, autrement dit, le SIGAPS. Cet indicateur est utilisé par le ministère de la Santé pour la répartition des financements dans les CHU et dans certains établissements hospitaliers disposant d'une unité de recherche. En gros, c'est un indice qui évalue quantitativement la recherche médicale d'un institut pour la répartition budgétaire. On sent venir le truc. Indicateur mathématique, évaluation quantitative, financement à la clé? Ça sent pas très bon tout ça quand même. En fait, le système essaie de mettre l'accent sur la qualité. Le budget alloué est basé sur un système de points pour chaque publication, attribué en fonction du prestige du journal et de la position de l'auteur. Attends. D'abord, comment on évalue le prestige d'un journal? Un des moyens couramment utilisés est un indicateur qui s'appelle le facteur d'impact. Il correspond en gros au nombre de fois où un article de ce journal est cité dans la littérature scientifique. Par exemple, le journal Nature a un facteur d'impact de 42, ce qui est excellent. C'est-à-dire qu'un article publié dans ce journal est cité en moyenne 42 fois. Ce genre de mesure est simple, a des avantages, mais est aussi critiquable sur de nombreux points dont je vais t'épargner les détails ici. Et tu as également parlé de la position de l'auteur. C'est quoi ça?
Alors oui, il faut savoir que les auteurs cités sur un article scientifique ne le sont pas de façon aléatoire. Dans la plupart des disciplines, les premiers auteurs sont les plus importants. Ce sont eux qui ont mené l'étude et rédigé le papier. Et dans certaines disciplines, comme en médecine par exemple, le dernier auteur est également important. Bref, cet indicateur SIGAPS veut favoriser les journaux prestigieux avec son système de points. Cependant, il arrive aussi que certains scientifiques l'exploitent en misant sur la quantité au détriment de la qualité. Je te rappelle quand même qu'on ne peut pas publier tout et n'importe quoi. Il y a une relecture par les pairs. En effet, sauf si on publie dans des revues prédatrices qui acceptent tout contre de l'argent ou si on publie dans ses propres revues en sautant le système de relecture par les pairs. Et on peut trouver des articles, des paragraphes qui sont vite écrits puis soumis et publiés dans la même journée. Parce qu'après tout, fuck la morale, l'éthique, la qualité, la relecture par les pairs, ça rapporte de l'oseille et de la visibilité. Attends, les chercheurs peuvent créer leur propre revue? Ah non mais d'accord. Bonjour le conflit d'intérêts et la qualité de la recherche. Pas forcément. Il est courant de créer ses propres journaux pour avoir une revue dans un domaine très spécialisé qui n'existe pas encore. Ce n'est pas parce que ça peut sembler évident qu'il puisse y avoir magouille ou tromperie que c'est forcément le cas. Il y a de nombreuses personnes qui ont à cœur de bien faire leur métier et qui conservent une certaine intégrité en voulant publier de la qualité. Et oui, le système de publication n'est pas parfait et comporte de nombreuses failles. Ça a l'air vraiment naze en fait. Il peut y avoir plein d'erreurs, de biais, de conflits dans tous les sens. Au final, on ne peut plus vraiment faire confiance aux articles scientifiques. Et là, tu fais une énorme erreur de raisonnement parce que tu généralises à outrance. Je t'ai pointé des failles et des exemples de choses qui ne vont pas. Mais ça ne permet pas de tout rejeter en bloc et de dénigrer le système. Certes, il est imparfait et possède de nombreux défauts. Mais il reste encore très efficace aujourd'hui et fonctionne assez bien. Cette discipline souffre de biais et de crises de reproductibilité? Ça n'implique pas que tout doit être remis en cause ou nié de façon abusive. Cette personne publie énormément? Ça n'implique pas forcément que c'est digne de qualité. Cette étude est dans un journal prestigieux? Ça n'implique pas forcément qu'elle soit juste ou sans faille. Cette étude présente un conflit d'intérêts évident? Ça n'implique pas forcément qu'elle soit frauduleuse ou incorrecte. Ok, je crois que je commence à comprendre. Mais du coup, comment on fait pour savoir si le résultat d'un papier scientifique est correct ou s'il est soumis à divers biais ou erreurs ou manipulations? Le meilleur moyen, c'est de comprendre le système, de savoir qu'il n'est pas parfait, qu'il peut y avoir des biais, mais qu'il fonctionne quand même très bien dans la majorité des cas. Chaque étude est à étudier au cas par cas et ne permet en rien de tirer des conclusions généralisées hâtives sur le système en tombant aveuglément dans l'excès. Et souvent, c'est le temps qui aura raison des mauvais articles. Et voilà, et si vous voulez faire grimper votre score, abonnez-vous. À bientôt!